Alors, rebonjour à vous tous. Comme vous l'avez remarqué, nous avons un sérieux retard sur le programme et nous vous proposons de rattraper ce retard le mieux possible. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais immédiatement donner la parole à Julien Casala, qui est professeur de droit public de droit international, enfin de droit public et spécialiste en droit international public à l'université de Paris 13. Il a accepté de condenser son propos en 5 minutes, puis je donnerai la parole à Claudia Charles, qui aura un petit peu plus de temps pour le faire. Ensuite, immédiatement, nous procéderons aux débats qui seront animés par Hugo Flavier, qui a accepté à la main levée de jouer ce rôle de discutant. Julien, c'est à toi. Alors, merci Madame la Présidente, donc un panel retardé et resserré. Donc je vais vraiment vous dire en 3, 4, peut-être 5 minutes ce que j'avais prévu de vous dire en 10. Donc le panel est titré « Reconfiguration d'un partenariat privilégié ». La question est de savoir, enfin en tout cas la manière dont je l'ai perçue, c'est de savoir ce qu'est le statut de la Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'est encore un État candidat dans la mesure où on peut assez raisonnablement penser que la Turquie ne sera pas membre de l'Union européenne, ou en tout cas pas dans les 10 prochaines années, ou est-ce que c'est devenu autre chose? C'est-à-dire, est-ce que ce partenariat en matière de migration est venu perturber la relation qui existait auparavant, relation difficile, qui existait auparavant entre l'Union européenne, ses États membres, et la Turquie. Donc je suis parti de la notion de partenariat privilégié, et il apparaît que dans les différents partenariats qui ont pu être conclus par l'Union européenne avec des États tiers, on a un peu de tout. Le seul point commun qui existe entre tous ces accords, eh bien, c'est que l'Union européenne a négocié avec un État tiers des questions qui sont tout sauf devenir membre de l'Union européenne. Et dans tous les accords de partenariat qui ont été conclus par l'Union, en tout cas dans les 10 dernières années, on a des dimensions migratoires, des questions migratoires. Alors, ça paraît assez, entre guillemets, naturel pour les partenariats conclus par l'Union européenne. C'est également naturel pour tous les mécanismes d'aide au développement de l'Union européenne. Et donc, on a un grand nombre d'accords qui ont été rappelés ce matin avec des États qui ne sont pas dans la périphérie directe de l'Union européenne, mais pour lesquels on conditionne l'aide au développement au respect de certaines normes, ou plutôt mécanismes en matière de migration. Et la question est de savoir comment on applique cela, ou si l'on doit appliquer cela à la Turquie. Alors évidemment, le lien entre migration et adhésion, processus d'adhésion, pose peut-être plus de problèmes que le lien qui existerait entre des États tiers vraiment tiers et un État qui serait candidat à l'Union européenne. Alors, il est évident que la question migratoire, elle se pose pour des États candidats ou des États qui pourraient devenir candidats au-delà de la question turque. C'est-à-dire que pour la Serbie ou pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, on a des éléments relatifs à la migration. Mais évidemment, dans le contexte actuel, et compte tenu du redéploiement ou de la modification des routes migratoires post-2011, c'est-à-dire post-printemps arabe et post-crise syrienne, la Turquie va avoir un statut très particulier ou un rôle très particulier dans ce rôle de gardien du territoire de l'Union européenne et de cette idée de retenir les migrants, puisque c'est clairement de cela qu'il s'agit, retenir les migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, on a ici une première difficulté qui est de savoir si il y a un lien entre la négociation relative à l'adhésion et la question migratoire. Et on voit très clairement qu'au sein de l'Union européenne, il y a un décalage dans les discours. C'est-à-dire que la déclaration de mars 2016 marque très bien le lien entre politique d'adhésion et question de gestion des flux migratoires. Dans l'accord, enfin dans cette déclaration dont le statut est discutable, dans cette déclaration, on a d'une part cette idée d'échange un contre un très contestable, et puis un engagement de la part de l'Union européenne de favoriser l'accélération du processus d'ouverture des chapitres de négociation et puis la libéralisation des politiques de visa. Donc on voit très clairement qu'ici, la Turquie a pu faire de la question de la gestion des flux migratoires
un instrument de sa politique étrangère, un levier de sa politique étrangère, spécialement à destination de l'Union européenne. C'est-à-dire que là où, pour tous les États candidats, on nous parle de négociations sur l'adhésion, qui n'est en réalité pas une négociation, c'est savoir si le candidat va respecter les critères qui ont été élaborés par l'Union européenne, on entre, dans des conditions très particulières, dans une véritable négociation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de rééquilibrage des relations entre l'État candidat et l'Union européenne, sous une forme qui n'est pas strictement une forme de conditionnalité. C'est-à-dire que la Turquie aujourd'hui serait plutôt en position de force vis-à-vis de l'Union européenne, en menaçant d'ouvrir les frontières et de déverser, la formule est sans doute très impropre, mais de laisser passer un certain nombre de migrants vers l'Union européenne. Donc, en théorie, ça entraîne un certain rééquilibrage. Ce rééquilibrage, en réalité, il est purement virtuel. C'est-à-dire que là où la Turquie espérait la réouverture de 5 chapitres dans le cadre du processus de négociation, en réalité, on en a eu un seul, c'est le chapitre 33, je crois, sur les questions budgétaires et financières, qui n'est pas celui qui pose les difficultés les plus évidentes, ou en tout cas qui ne pose pas de difficultés politiques évidentes. Et puis sur le régime des visas, on n'a manifestement aucune avancée, et il n'y aura aucune avancée à moyen terme. Donc la question est de savoir ce que c'est la Turquie aujourd'hui du point de vue de l'Europe, du point de vue de l'Union européenne. Est-ce que c'est encore un État candidat ? Alors, formellement, oui, en tout cas, du point de vue du statut, c'est encore le cas, mais en pratique, c'est assez discutable. C'est-à-dire qu'on n'avance pas sur les questions qui sont véritablement en relation avec le processus d'adhésion. Et puis, on ouvre, dans le même temps, enfin, depuis décembre 2016, officiellement, une renégociation sur l'union douanière. Et cette renégociation de l'union douanière, qui, alors, officiellement existe, la renégociation, en réalité, il y a un blocage absolu, c'est-à-dire que la position de l'Union européenne et de la Turquie, où les positions sont assez diamétralement opposées. La Turquie dit on n'a rien à gagner à la renégociation de l'union douanière. Derrière des arguments qui sont très, très, très discutables, mais dit voilà, l'union douanière, l'Union européenne doit la mériter, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, officiellement, il y a une renégociation, et le fait qu'il y ait cette renégociation, ça montre bien que, potentiellement, on pourrait aller vers la renégociation de l'accord d'association de 1963, et si on rentrait véritablement dans cette renégociation, et si l'on confrontait les accords ou le produit de ces négociations, et même la version actuelle, à la manière dont la politique de voisinage a pu évoluer, la politique de voisinage de l'Union européenne a pu évoluer, finalement, la Turquie ne serait pas très éloignée du statut que pourraient avoir d'autres États tiers, véritablement tiers, qui n'ont pas vocation à devenir membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a une forme d'alignement entre le statut de cet État candidat sur le statut des États tiers, véritablement tiers, dont la vocation n'est pas de devenir État membre de l'Union européenne, et ça se traduit de manière très nette dans le contexte de la gestion du flux migratoire. Alors, c'est ici qu'apparaît en réalité le véritable paradoxe. C'est-à-dire que, on l'a dit ce matin plusieurs fois, l'Union européenne va externaliser la gestion des flux migratoires à des États tiers de manière assez cynique, en se reposant sur des États dont on considère que les garanties légales sont moindres de celles que l'on pourrait attendre d'un État membre de l'Union européenne. Mais la Turquie, ce n'est pas tout à fait un État tiers. C'est-à-dire que ce n'est pas la Libye, ça n'est pas le Maroc ou un autre État de transit ou d'origine de certains migrants. C'est un État qui est candidat. Et donc là où on pourrait attendre de l'État candidat qu'il cherche à aligner ses standards en matière de traitement des migrants, des réfugiés, etc., on a un État qui, certes, est candidat, mais dont on attend en réalité qu'il n'aménage pas tant que cela ses engagements en matière de protection des migrants pour que l'on puisse continuer à utiliser cet État tiers comme étant une zone tampon pour protéger le territoire de l'Union européenne. Donc la question, et je finis en 30 secondes, la question c'est de savoir si, pour l'Union européenne, la Turquie est encore un État candidat ou si c'est un État qui est avant tout un partenaire migratoire stratégique, ce qu'il est évidemment. Et donc, est-ce que le fait d'être un partenaire stratégique, est-ce que ça disqualifie le processus d'adhésion dans la mesure où tout le monde sait, sans l'assumer, que ce soit du côté turc ou du côté de l'Union européenne, que la Turquie ne sera pas membre de l'Union européenne
en 2023, comme l'annonçait Erdogan. C'est une certitude absolue, et quelle que soit l'évolution de la Turquie, on sait que ça ne sera pas le cas. Donc voilà, en 5 minutes, à peu près, le résumé de ce que j'aurais pu vous dire en 10. La valeur ajoutée des 5 minutes de plus aurait été assez faible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette concision qui nous permet d'entrer directement dans le vif de ce sujet à propos justement de la spécificité des contreparties qui peuvent caractériser ces relations de partenariat. Et cette idée cette idée intéressante d'alignement du statut d'État tiers. Alors on sait qu'on a des collègues qui ont réfléchi déjà à ce statut, qui n'est pas un statut d'ailleurs unique, qui présente de multiples facettes. Sans entrer déjà dans le débat, donnons tout de suite la parole à Claudia Charles. Alors Claudia Charles nous fait l'amitié de venir aujourd'hui. Elle est membre du GISTI et de Migre Europe, et elle va nous présenter justement sa vision de ce partenariat privilégié, en tout cas de la question de son renouvellement. Oui, merci. En fait, pour compléter un peu l'intervention précédente, ce n'est pas tant sur la Turquie, axé sur la Turquie, mais avec une vision un petit peu plus large sur la manière comme aujourd'hui l'Union européenne établit les partenariats avec des pays tiers. Et je pense à ce propos que la déclaration UE-Turquie de 18 mars 2016, je pourrais la présenter peut-être comme un aboutissement d'un processus, mais aussi comme le point de départ d'un nouveau type de relation de l'Union européenne avec des pays tiers. Très rapidement, pourquoi pourrions-nous dire, en tout cas c'est mon propos, de dire que c'est un aboutissement et un point de départ? Revenons très rapidement, parce que cela a été dit très clairement ce matin, le contenu de l'accord. 1. La réadmission des personnes en situation irrégulière arrivées sur les îles grecques, réadmission sur le territoire turc, la réinstallation et à l'appui un instrument financier, ou en tout cas de l'argent donné pour, soi-disant, améliorer les conditions des demandeurs d'asile et notamment des Syriens présents sur le territoire turc. On voit donc qu'il y a un volet réadmission et un volet finance, ou un instrument financier. Et si on voit que depuis les années 2000, l'Union européenne s'attache ou s'attelle à vraiment un objectif qui est celui de la réadmission. D'abord, la réadmission, ça veut dire quoi? Un État tiers réadmettre sur son territoire soit ses propres nationaux, soit les ressortissants de pays tiers qui ont transité par le territoire de cet État, qui sont arrivés de manière irrégulière sur les territoires membres de l'Union européenne et qui doivent être donc réadmis par cet État tiers. C'est un objectif des années 2000 et donc affiché clairement dès le début des années 2000 et à l'appui, effectivement, un instrument financier. Et à ce moment-là, on voit depuis les années 2000 la passation ou l'élaboration ou la signature d'accords de réadmission, mais d'accords formels de réadmission entre l'Union européenne et plusieurs pays tiers. D'abord, disons des pays tiers qui ne présentaient pas vraiment un enjeu extraordinaire pour l'Union européenne. Et simplement pour le rappeler, Macao, Sri Lanka et Hong Kong. Et ensuite, d'autres États qui se révèlent beaucoup plus stratégiques dans la politique migratoire de l'Union européenne, comme par exemple les pays des Balkans dans les années 2006-2007. Et à ce moment-là, quand on signe les accords de réadmission avec les pays des Balkans, on voit bien la logique qui est celle aujourd'hui qui a été présente dans la déclaration de l'UE et Turquie, à savoir obligation de réadmission et aussi financement de plusieurs programmes, dont les questions migratoires, contrôle des frontières. Par exemple, avec les pays des Balkans, c'était à travers l'instrument à travers l'instrument financier de préadhésion. Puis, d'autres accords de réadmission qui viennent s'ajouter avec des pays beaucoup plus stratégiques, comme celui de la Turquie, par exemple. Accord de réadmission qui a été signé en 2013. Et on voit bien que des pays plus stratégiques, aussi plus importants, et qui finalement ont plus d'éléments pour faire en sorte que cette négociation d'accord soit un peu plus équilibrée, si on peut dire comme ça, puisque autant avec les pays des Balkans, ce sont des accords qui ont été signés très vite. Et pourquoi? Parce que les pays des Balkans avaient beaucoup intérêt à signer les accords en échange de la libéralisation, voire l'exemption des visas, et aussi une promesse à long terme d'adhésion à l'Union européenne, même si la question ne se pose presque plus du tout. Voilà, donc, et en même temps qu'il y a cette question des réadmissions en échange aussi des financements, on voit apparaître aussi
plusieurs cadres de négociation qui ne sont plus ces cadres de négociation d'accords formels, comme les accords de réadmission, mais ce sont plutôt des cadres de négociation politiques, sans accord formel. Et on peut penser tout de suite à la politique européenne des voisinages, justement, qui aborde très clairement, à travers un acte ou des outils nouveaux qui s'appellent les partenariats pour la mobilité, les PPM, où on aborde très clairement des questions migratoires. La question de la migration légale, la question les liens entre la migration et le développement, et la lutte contre l'immigration irrégulière, et aussi, bien évidemment, la réadmission. Et parallèlement, il y a, puisque peut-être vous le savez depuis le Conseil européen de Séville de 2002, il y a une clause de réadmission aussi qui est incluse dans tout accord de coopération commerciale, puisque cela est une obligation que dans chaque accord de coopération commerciale économique, comme c'est les accords de partenariat ou les accords euro-méditerranéens, par exemple, prévoient une clause de réadmission. Excusez-moi, parfois j'ai du mal à concrétiser dans les plus brèves minutes tout ce que j'avais pensé développer, mais bon, c'est pas grave. Et donc vient cette déclaration dont on a eu beaucoup de mal à cerner effectivement, ne serait-ce que la nature juridique, une déclaration dont on a beaucoup débattu, est-ce que c'est un accord, est-ce que c'est une déclaration, est-ce que c'est un engagement, et surtout les effets juridiques, et Claire vous a expliqué comment en tout cas le tribunal de l'Union européenne a voté en touche, puisque par une décision très critiquable, elle n'est même pas entrée sur le fond de la matière, simplement en disant qu'elle s'est déclarée incompétente. Vient donc cette déclaration où on commence à voir effectivement émerger cette série de négociations de l'Union européenne avec des pays tiers, notamment sur des questions migratoires, mais qui relèvent plus d'une coopération politique et absolument pas d'accord formel. Et d'ailleurs, la Commission européenne, lorsqu'elle vient en juin 2016 présenter un nouvel outil de partenariat, et c'est l'Immigration Compact, si vous savez à peu près de quoi il s'agit. À ce moment-là, la Commission a déclaré, en effet, que l'accord UE et Turquie a été une réponse à la crise migratoire dont les résultats ont eu un effet immédiat sur la traversée des migrants, ce qui démontrait à ses yeux que la coopération internationale pouvait être efficace. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'euphémisation, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire que c'est clairement assumé que dorénavant, on ne va plus, même si quelque part la Commission continue à dire qu'il faut continuer à passer des accords de réadmission, par exemple, mais elle sait et elle assume que ces négociations sont difficiles et que maintenant, on va passer à une autre étape où on va s'atteler plus à un accord, disons, global, politique, de coopération avec des pays tiers concernant la question migratoire, notamment où la réadmission et les contrôles des frontières par les pays tiers afin d'éviter que les migrants arrivent sur les sols européens. Et pardon, j'étais en train de penser à une chose. Et donc, on va passer à ce type d'accord, mais ça ne va pas se concrétiser dans des accords formels. Et c'est ça un peu ce que je dis, le point de départ d'un nouveau processus de négociation, puisque autant les années précédentes, on s'était attelé quand même à passer des accords formels, et autant maintenant, c'est assumé, on va passer plus par une négociation beaucoup plus informelle, dont personne n'a connaissance de quoi il s'agit, et surtout pas les personnes qui sont les premières concernées, c'est-à-dire les migrants, sans savoir quelles sont les conditions, dans quel recours vont-ils disposer, en tout cas pour la défense de leurs droits. Et c'est cette nouvelle politique qui s'annonce. Et je pense qu'une des démonstrations a été le sommet de La Valette, où effectivement on annonce la création de ces nouveaux outils de partenariat, l'Immigration Compact. Et cette fois-ci aussi, on va non seulement à travers ces accords informels, mais aussi on va sortir un peu de ces cadres géographiques régionaux. On était en train de travailler au sein de, par exemple, la politique européenne des voisinages. On travaillait au sein du cadre des négociations et dialogue Rabat, et le processus de Khartoum. On travaillait aussi, on continue aussi de quelque manière avec, par exemple, l'Union africaine, mais on va passer aussi à une relation beaucoup plus bilatérale avec des pays tiers très ciblés
par leur importance aux yeux de la Commission, notamment du risque migratoire. Et ce qui va aussi, et je pense que vous venez aussi de le dire très clairement, c'est qui va créer quand même un certain nombre de problèmes, puisque, vous l'avez dit, la Turquie n'a pas la même force, enfin plutôt, disons, la Turquie a des éléments de négociation dont ne disposent pas, par exemple, des pays comme le Niger, par exemple, ou comme d'autres pays africains qui vont se trouver dans une relation bilatérale avec l'Union européenne, dans des cadres informels, avec des financements dont personne ne sait à qui ils vont, comment vont-ils être destinés. Et donc, un processus nouveau qui va être beaucoup plus dangereux dans la mesure où comprendre, décortiquer ce nouveau processus de négociation est plus obscur et plus difficile à comprendre. Voilà. Excusez-moi si... Merci beaucoup Claudia pour la concision là encore de votre propos. Je vais laisser immédiatement la parole donc à Hugo Flavier qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux. Je crois qu'on dit plus que Bordeaux maintenant, on dit toujours Bordeaux. On dit plus que Bordeaux. Et qui est aussi un spécialiste des relations extérieures de l'Union européenne, donc qui va sans doute pouvoir nous éclairer de ce point de vue peut-être sur l'évolution des partenariats que l'Union européenne conclut, notamment via la question migratoire. Je vous remercie Madame la Présidente. Alors je m'empresse de préciser que je ne suis pas du tout spécialiste des questions migratoires et encore moins de la Turquie. Non. Voilà, les choses sont dites. J'ai 5 minutes, c'est ça ? 10 minutes, 5, 10 ? Non, 5. Bah, je demande. 3, d'accord. Donc 3 remarques. Une remarque plus générale qui concerne ce qui a été dit durant ce panel, mais aussi ce qui a été dit ce matin, et en tout cas un sentiment un peu général, c'est qu'il y a, d'après ce que j'ai pu écouter, puisque je ne connais pas bien ces questions-là, qu'il y a un véritable retour du politique, j'allais dire, en pleine face, au sens où ce qui a été souligné ce matin, l'abaissement de la vigilance à l'égard de l'état de droit, abaissement de la vigilance à l'égard de droit, parce que ce qui va primer, ce n'est peut-être pas le droit, mais la décision politique. Abaissement aussi de certaines exigences, peut-être, ou en tout cas modification de certaines exigences à l'égard de la Turquie, ce qui a été souligné pour des raisons politiques lorsqu'il s'agit de discuter de son adhésion. Et puisqu'on est dans un retour du politique, l'Union européenne est peut-être aussi mal à l'aise, puisque ce qu'elle sait bien manipuler, c'est plus l'instrument juridique et des questions qui tournent autour de l'état de droit, des normes et de la production de normes. Dès lors qu'il s'agit de s'embarquer dans des décisions purement politiques, elle est peut-être mal à l'aise, et c'est peut-être plus compliqué aussi pour elle de discuter de ces sujets-là à l'égard d'autres États tiers. Alors ça, c'est la première chose. Seconde chose, en ce qui concerne la remarque qui m'a particulièrement intéressé de Julien Cazala, à savoir que peut-être que l'Union ne souhaite pas que la Turquie soit candidate, ou en tout cas qu'elle ne fasse pas les réformes que serait censé faire un candidat en matière notamment de migration, parce que ces choses-là l'arrangent, me permet d'essayer de poser peut-être une question sur la politique de visa, que je ne connais pas, mais peut-être que vous, voilà, ici des gens en connaissent mieux, mais si on compare les 2 tiers, à savoir la Turquie et l'Ukraine, en termes de politique de visa, ce qui est intéressant, c'est la décision qui a été prise en termes de visa, ou des décisions qui sont qui vont dans un sens, dans une orientation un peu différente, où à l'égard de l'Ukraine, cela a été libéralisé. Pourquoi ? Parce qu'on avait un ennemi commun qui était la Russie suite à l'affaire de la Crimée et du Donbass, alors que les politiques migratoires sont beaucoup moins ouvertes à l'égard lorsqu'il s'agit de Turquie, mais peut-être pour des raisons communes, parce qu'on avait un ennemi commun. Alors l'ennemi commun, je ne sais pas, le migrant, pas le même, ou Daesh, mais il y a une attitude de méfiance à l'égard de quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qui suscite pas les mêmes réactions, me semble-t-il. Et il y a aussi un jeu de cette politique migratoire à l'égard d'autres États, et pour l'Ukraine c'est très clair, c'est-à-dire que ça permet aux ressortissants de Crimée de ne pas avoir un avantage à avoir la nationalité russe
pour pouvoir continuer à circuler, ou en tout cas circuler plus facilement, notamment dans l'Union européenne, alors que s'ils obtiennent la nationalité russe, c'est plus compliqué. Donc il y a tout un jeu en termes de politique migratoire et d'octroi de visa de l'Union européenne en ce sens. Troisième et dernière chose qui se... Oui, ça fait 3 minutes. Troisième et dernière chose. Concernant le formalisme, et j'ai été assez frappé aussi parce que vous avez dit, Claudia Charles, et cela renvoie à ce qui a été dit par Marie-Laure Basilien-Guinche ce matin, à savoir que lorsque l'on aborde ces questions migratoires qui concernent des questions, qui concernent des personnes vulnérables, où le formalisme est quand même censé avoir un effet protecteur, ou en tout cas offrir une publicité qui, ne serait-ce que par le fait qu'il y a la publicité, protège un minimum ou informe, et bien là justement, alors même que l'on est en face de personnes qui sont vulnérables, eh bien, il va y avoir un abaissement de ce formalisme, des instruments qui sont des instruments de soft law, ça a été dit ce matin notamment par Marie-Laure, et c'est assez intéressant, je trouve cet aspect-là de prendre en considération, d'abaisser le seuil d'exigence formelle alors même qu'on est face à des personnes qui en auraient peut-être un peu plus volontaires. Et une dernière question qui s'adresse à vous. J'en termine là, Madame Charles, à savoir que vous avez terminé sur le bilatéralisme. Alors ma question, c'est de savoir, alors, vu ce que vous avez dit, je me doute un peu de la réponse, mais je voudrais en être sûr. C'est de savoir si ce bilatéralisme, cette logique purement bilatérale de l'Union européenne, elle est délibérée pour avoir un poids plus important dans la négociation, ou est-ce qu'elle est motivée par l'impératif d'efficacité, c'est-à-dire qu'on veut un accord tout de suite pour pouvoir s'en prévaloir, pour pouvoir montrer qu'on fait quelque chose, que l'Union européenne fait quelque chose à l'égard des migrations, ou est-ce que c'est faire ce que certains États tiers font à l'égard de l'Union, c'est jouer le bilatéralisme pour avoir des accords qui lui sont, à l'Union européenne, plus favorables. Voilà. Alors peut-être Julien Casala qui a une première question. Oui, en 30 secondes pour répondre à la deuxième observation concernant la politique des visas, pas la libéralisation. Je ne connais pas du tout la situation en Ukraine, mais il est très clair qu'en Turquie, le gouvernement de l'AKP utilise cette question, cet argument des visas comme étant un argument directement perceptible par la population. Alors pas dans une logique électoraliste parce qu'il n'y aura pas d'élection avant 2019, mais quand même avec un petit peu cet esprit que, regardez, on est les victimes, on nous promet la libéralisation des visas, ça ne vient pas. Donc ça fait partie de l'instrumentalisation de la question de la migration dans la politique étrangère, mais aussi dans la politique interne, dans la politique intérieure de l'AKP, enfin d'Erdogan ou du Premier ministre, où on voit très clairement que on ne veut pas non plus fermer la porte. C'est-à-dire le fait de rester dans cette ambiguïté, ça sert finalement les intérêts de l'AKP, et dans la mesure où ça sert aussi les intérêts de l'Union européenne, on est sur cette forme de glaciation où on affirme l'ouverture de négociations sur plein de trucs. On dit que les négociations continuent à vivre. On relance officiellement les négociations sur l'adhésion. On dit qu'on va réviser, moderniser l'union douanière alors que rien n'a bougé depuis décembre. On dit qu'on va négocier sur la libéralisation des visas alors que depuis plus de 6 mois, il n'y a eu absolument aucune avancée sur la question. Alors je ne sais pas comment ça se passe en Ukraine, mais on a quand même vraiment le sentiment du point de vue de la société civile turque qu'il y a un intérêt de la part du gouvernement à maintenir cette ambiguïté, ce qui permet de maintenir ce sentiment, j'espère choquer personne, très, très turc de la paranoïa, des persécutions qu'infligerait à la Turquie l'Union européenne en les traitant d'une manière qui ne serait pas celle qu'attendraient les autorités turques, notamment sur ces questions de visa. Donc je suis désolée, très rapidement, s'il vous plaît aussi, Claudia Charles. Oui, je pense que la réponse, elle était implicite peut-être dans ce que j'ai dit à la fin. Et je pense qu'effectivement, la question de passer maintenant par beaucoup plus le bilatéral que par le régional, encore une fois, ce n'est pas que l'Union européenne ait abandonné complètement les dialogues régionaux, puisque, encore une fois, on continue les travaux dans le cadre du processus de Rabat, on continue les travaux dans le cadre du processus de Khartoum, on continue les sommets Union africaine, Union européenne, comme celui qu'il y a eu hier. Mais je pense que c'était très bien expliqué
notamment dans ces documents de la Commission, mais aussi dans les bilans de ce qui sort de la Commission à la suite de la mise en place de ces nouveaux partenariats au Migration Compact, c'est de vraiment fixer des pays et de bien, comment dirais-je, bien dire quelles sont les priorités, quels sont les pays prioritaires où il y a le plus d'enjeux, parce qu'un État face à la Commission, enfin face à l'Union européenne, ce n'est pas que la Commission, face à l'Union européenne, peut être beaucoup plus fragilisé dans le cadre de ces négociations. Et encore, et ça dépend aussi du pays tiers, parce que à la fois j'aurais dit, mais c'est aussi un intérêt, ça peut être aussi l'intérêt du pays tiers. Par exemple, dans le cadre des négociations d'accords de réadmission, on voit que les négociations n'ont pas été les mêmes à l'égard des pays des Balkans que s'il a été à l'égard de la Turquie ou à l'égard, par exemple, du Pakistan, voire de la Russie. Les négociations n'étaient pas les mêmes parce que l'État n'était pas les mêmes et parce que les forces de négociation n'étaient pas les mêmes. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Mais, et ça me fait penser, juste, lors du sommet de Malte, c'était en février 2017, si je ne me trompe pas, et on avait eu les témoignages d'une personne qui fait partie de la société civile, donc d'une ONG qui a pu assister à cette rencontre. Et il expliquait comment il avait été très impressionné parce que, à la suite, à la fin de cette rencontre, plusieurs dirigeants d'autres pays africains, dans le cadre du sommet de la Valette, donc de ce dialogue régional, et se sont rendus compte comment, à la suite du sommet de la Valette, et vous savez, hein, c'est des accords avec les pays tiers, avec certains pays tiers et un appui et beaucoup de milliards d'euros, on parle de 1,8, de 2,1 milliards d'euros, etc. Ils se sont dit, bon, on a bien compris, en fait, il faut laisser partir nos ressortissants pour qu'on puisse bénéficier des fonds européens. Et donc, ça, ils l'ont bien compris, effectivement, ils se sont bien rendus compte mais ils ont bien aussi fixé les pays prioritaires qui ne sont pas les pays qui vont pouvoir établir des négociations d'égal à égal avec l'Union européenne. On parle du Niger, on parle du Mali, on parle du Sénégal, et encore le Sénégal, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose que le Mali, ce n'est pas la même chose que le Niger. Donc, c'est de cette manière aussi qu'on va pouvoir effectivement établir quand même quelque part un déséquilibre et faire en sorte que des États aujourd'hui, encore une fois comme le Niger, la Libye par exemple, ce n'est pas non plus la même chose que le Niger. Donc, on va pouvoir vraiment fixer certains États afin et ça je le vois comme ça en tout cas, et afin que l'Union européenne puisse effectivement avoir des résultats tangibles, comme elle dit qu'elle attend aujourd'hui, et avec des pays qui sont extrêmement fragilisés, à la fois politique, social et économiquement. Merci beaucoup. Je me permets de ne pas donner de voix à la salle immédiatement. Par contre, réservez vos questions si vous les avez pour le panel suivant. Je m'en excuse. Merci à nos intervenants. Cette question de la conditionnalité des contreparties qui sont données au partenariat est évidemment essentielle. Et il me semble qu'il y a un colloque qui va se tenir bientôt à Poitiers sur la conditionnalité de l'action extérieure de l'Union, donc où ces questions seront également abordées. Nous laissons la place tout de suite au panel suivant. Merci.